à la période de l'âge d'or de l'islam. On se situe souvent entre le 8e et le 13e siècle. Mais nous verrons avec Madame Inès Safi que cette période s'étend au-delà du XIIIe siècle. C'est une période qui marquera véritablement un tournant pour l'humanité. Les sciences, la littérature et les arts sont continuellement développés et les découvertes à l'impact historique s'accumulent. Des figures savantes comme Al-Zahraoui impacteront le domaine de la chirurgie, Al-Khwarizmi celui des mathématiques, Abdulrahman al-Soufi celui de l'astronomie, Rumi celui de la poésie et j'en oublie. Tous ces savoirs sont unifiés et diffusés dans le monde par le biais de la langue arabe, qui devient à ce moment-là la langue du savoir. Alors, quelques mots sur celle qui nous en apprendra un peu plus à ce sujet. Originaire de Tunisie, je pense qu'elle fera des fiers dans la salle, Inès Safi quitte son pays natal pour venir étudier en France, où elle aura un parcours académique assez brillant. Diplômée de l'école polytechnique, elle poursuit ses études avec un doctorat en physique théorique, qui aura un impact international, suivi d'un post-doctorat. Elle est admise au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, en 1998. Elle poursuit actuellement ses recherches sur le plateau Paris-Saclay-Orsay, en physique quantique, où elle a obtenu l'habilitation à diriger des recherches depuis 2014. Inès Safi élabore des modèles pionniers et développe des méthodes originales et des théories qui sont largement adoptées par la communauté internationale. Elle inspire aussi des groupes de recherche en physique théorique et expérimentale en Europe, aux États-Unis, mais aussi au Japon. Alors, au-delà des sciences, Inès Safi éprouve un attrait pour la médiation, la médiation interculturelle, la philosophie et l'émancipation féminine. Elle est membre du conseil d'orientation de la Fondation pour l'Islam de France. Inès Safi prône ainsi pour une tradition spirituelle s'articulant entre beauté, amour et connaissance, ayant imprégné à travers une histoire partagée la culture française. Je vous demande de l'applaudir bien fort et à vous la parole, Madame Safi. Bonsoir à tous. Merci infiniment Lubna pour cette présentation et merci à l'association des étudiants musulmans de Dauphine pour leur invitation qui me touche beaucoup. Comme l'a dit Lubna, mon travail de recherche est plutôt en physique théorique, physique quantique, mais en tant que scientifique musulmane femme, c'est vrai que l'harmonie n'est pas évidente pour certains et donc dans un contexte où on a souvent du mal à associer l'islam à cette harmonie, parce qu'on se croit opposé à la fois à la science et au féminisme, c'est quelque chose d'ailleurs que je ne vis absolument pas personnellement, je ne vois absolument pas pourquoi il y aurait une sorte d'inadéquation de cette équation. Et donc du coup, ça m'a amené aussi à mener des réflexions, je dirais, sur la philosophie de la vie d'abord, et ensuite à travers ça sur l'histoire des sciences arabo-islamiques, et aussi sur la place des femmes, sur le rôle des femmes que je vais pas pouvoir raconter lors de cette présentation. Alors j'ai légèrement, comme vous le voyez, peut-être modifié le titre, même si le mot science arabo-islamique est plutôt courant, comme on parle de science grecque ou de science occidentale, mais c'est vrai que donner une identité à la science pourrait poser des questions, et en soi ça pourrait être le sujet à mon avis d'un exposé. Est-ce que la science est vraiment universelle ou est-ce qu'elle peut être imprégnée par la culture ou la religion des personnes qui la pratiquent? Et en fait, à travers cet exposé, vous allez voir que même si les résultats, eux, peuvent effectivement être universaux et peuvent fournir un langage commun entre des personnes de différentes confessions, de différentes origines, il y a quand même un milieu qui permet le développement des sciences qui va être sensible à certaines préoccupations qui sont d'ordre culturel, d'ordre pratique, mais aussi d'ordre spirituel. Et donc on ne peut pas complètement finalement séparer, avoir un cloisonnement entre les domaines du savoir et de croire.
Alors, du coup, je parle d'un essor arabo-musulman, sachant que arabo, évidemment, comme l'a très bien dit l'arabe était la langue internationale pour l'échange scientifique, même s'il y avait bien sûr des manuscrits en persan ou d'autres langues. Alors, musulmans, sachant qu'il y avait aussi des scientifiques qui étaient d'autres confessions, donc juives, chrétiennes, etc., et qui étaient eux quand même imprégnés, qui baignaient dans un environnement qui était imprégné, il y a certains spécialistes qui parlent par la foi quand même musulmane, et qui ont pu aussi développer leurs recherches dans un cadre sous le règne de sultans musulmans, qui étaient tout à fait favorables à ce développement scientifique. Alors, je voudrais commencer par quelques stéréotypes, je dirais des faits qui sont, même si la recherche sur l'histoire des sciences a beaucoup évolué ces dernières décennies, il reste quand même certains faits qui sont pris vraiment pour des vérités quasiment absolues, qui sont répandus, que je vois même dans mon milieu de chercheurs autour de moi, en tout cas dans mon laboratoire, entre autres. D'abord, comme l'a dit Lobna, on réduit l'âge d'or, on parle d'un âge d'or qui est associé plutôt à la maison de la maison de la sagesse, qui aurait duré peut-être 3 siècles, certains vont le réduire à 2 siècles, des fois même 1 siècle, entre le 9e et le 11e, mais c'est presque. Parfois on peut aller plus loin jusqu'au 13e, et tout dépend des historiens. Ensuite, pourquoi cette durée-là finalement? Le 11e et 12e arrivent surtout parce que on associe la fin de cette période, de cet âge d'or, à l'œuvre ou aux œuvres, à l'influence d'un grand théologien de l'islam qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Et selon par exemple un orientaliste dont les thèses sont toujours reprises malheureusement, Ernest Renan par exemple, il pense, donc lui dit que la science et la philosophie ont été persécutées systématiquement par l'islam et finissent par être définitivement anéanties, passé l'année 1200 à peu près, sachant que Ghazali est mort en 1111. Un autre fait, je dirais, assez courant, c'est le manque d'originalité de la science arabo-islamique. Alors des fois je mets arabe parce que c'est court, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Et surtout qu'elle aurait reproduit en fait les sciences antiques, donc en particulier la Grèce, mais aussi la Perse et l'Inde. Et Pierre Duhem, qui est l'un des premiers historiens des sciences connus en Europe, parle même d'un simple réceptacle intermédiaire. Et alors, l'hypothèse justement du fait que cette période soit courte, elle favorise l'idée selon laquelle en Europe, en fait, il y a eu effectivement une période de traduction de l'arabe vers le latin, en particulier de connexion avec les œuvres grecques qui ont été sauvegardées, ça on peut le reconnaître, mais à partir du XIIe siècle, l'Europe a pris un peu son chemin d'une façon complètement autonome et indépendante du monde arabo-islamique qui de toutes les façons était en décadence à partir de ce moment-là, le XIIe siècle. Il y a un problème avec ces stéréotypes, c'est que à force d'y croire, on ne va même pas faire une recherche académique sur les œuvres et les scientifiques qui sont apparus après le XIIe siècle. Vous voyez le problème entre eux. Et globalement, ces stéréotypes entravent les recherches sur même la compréhension de l'évolution des sciences. Heureusement qu'il y a eu des historiens des sciences qui ont été capables de dépasser, de combattre ces stéréotypes avec des recherches académiques, pas simplement de type apologétique de l'islam, pour montrer que l'islam était grandiose et tirait profit de gloire de ses ancêtres. D'abord, dans la liste, par exemple, que je cite ici, on a beaucoup qui ne sont même pas musulmans, ce sont des académiciens, des universitaires, il y en a qui sont aux États-Unis, dans des grandes universités américaines. Alors, Sabra, par exemple, a enseigné à Harvard entre 1972 et 1996, et on peut dire que c'est grâce à lui qu'une dynamique réelle a émergé, qu'on a commencé vraiment à remettre en cause tout ce que les orientalistes comme Renan ont mis un petit peu en figé, en fait, en quelque sorte, les hypothèses qu'ils ont défendues pendant longtemps. Alors, par exemple, Sabra parle, par rapport à la traduction des œuvres grecques, d'appropriation, pas dans un sens de prendre quelque chose, puisque ça a été une sauvegarde, en fait, du latin grec, qui était finalement
condamnés à disparaître, à devenir complètement inaccessibles, dont des abbayes, dont des endroits complètement... les œuvres grecques ne circulaient plus à l'époque des grandes traductions. Et il parle de naturalisation, c'est-à-dire que ces œuvres, même quand elles sont traduites, elles s'imprègnent déjà par la culture et la science des traducteurs, qui en même temps étaient en train de rédiger leurs propres ouvrages scientifiques, et qui avaient aussi le langage nécessaire en arabe, assez sophistiqué pour pouvoir traduire ces œuvres, mais qui ont procédé en même temps à des corrections. Il y a des exemples fabuleux, mais je n'ai pas le temps de les détailler, de corrections qui ont été faites. Par exemple, Ptolémée qui reprend la durée du mois lunaire des Babyloniens, mais qui n'a jamais fait le calcul, donc l'opération, et le traducteur Al-Ash'ari, non, j'ai oublié son nom, en fait corrige cette erreur de Ptolémée, quand il traduit Ptolémée, Al-Majès, le grand livre d'astronomie de Ptolémée. Il y a donc eu des critiques, des corrections, mais aussi des critiques qui ont émergé très tôt, car c'est aussi, la science se construit par des critiques aussi, pas seulement par l'adoption d'œuvres telles quelles. Il y a eu en même temps des ruptures qui sont majeures, et on peut parler des fois même de révolution scientifique par rapport à la science grecque. Donc, il y a eu une originalité réelle et de nouvelles branches scientifiques qui ont pu voir le jour. Ce que je mets en gras, ce sont les points que je vais essayer d'illustrer pendant le temps qui va me rester. Alors, vous savez aussi que la méthode scientifique a été développée. Il n'a absolument pas, même s'il y a eu des germes évidemment à l'époque des Grecs, la mathématisation des sciences, l'expérimentation, l'instrumentation, et en particulier toute l'invention des dispositifs mécaniques a vraiment eu lieu aussi pendant cette période. Et donc l'extension chronologique de ces différents spécialistes que je nomme ici va jusqu'au XVIe siècle. Sauf qu'on n'a même pas encore fait une recherche assez poussée sur tout ce qui s'est passé sous les trois empires ottomans, moghols et safavides, par exemple, qui était une renaissance savavide en Iran à partir du XVe siècle. Et donc il y a encore beaucoup de travail pour les chercheurs. Et donc on parle, et c'est le cas par exemple de Georges Saliba et de Jamil Rassep, qui sont tous les deux aux États-Unis d'ailleurs, ils parlent d'un véritable âge d'or qui a lieu après Al-Ghazali. Donc c'est pas l'âge d'or ne se situe pas réel, ne se situe pas avant Al-Ghazali, il se situe après Al-Ghazali. Et on parle aussi de motivations qui sont religieuses, et je vais vous donner des exemples de ces motivations, mais aussi d'exemples de scientifiques théologiens. Évidemment, j'ai dû faire un choix drastique. Et à propos de cette extension, vous avez peut-être revu ce genre de miniature, mais cette miniature, elle est ottomane et elle date du XVIe siècle. C'est l'observatoire d'histoire. Donc en fait, rapidement, Aristote apparaît à gauche. Désolée. C'est un grand penseur qui a en fait affecté la pensée jusqu'au 19e, voire même jusqu'au début du 20e siècle, y compris chez les scientifiques européens, qui était quand même assez influencé par sa vision d'un univers clos. Donc sa physique, on ne peut pas dire, même si elle était stimulante, on peut dire qu'elle a plutôt freiné le développement des sciences. Et donc toute critique d'Aristote marquait plutôt une évolution des sciences. Il y a eu Démocrite, qui a été donc le précurseur de l'atomisme, et qui a été quand même dépassé. Finalement, l'atomisme n'a pas eu de succès à cause d'Aristote et de Platon. Et Ptolémée, dont je vous ai parlé, on est donc là avec Ptolémée en année 168. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que cette période, cet âge d'or grec, on parle de miracle grec, malheureusement, il s'est éteint, même s'il y a eu quelques foyers de recherche, on va dire, de développement philosophique et scientifique. Il y a eu quand même une persécution des philosophes, dont témoigne même d'ailleurs Al-Farabi, et que mentionne Georges Saliba, par Byzance, parce qu'on combattait les philosophes païens. Et ça a duré entre le 4e et le 8e siècle. Il n'y avait plus de circulation de savoir, d'émulation, qui puisse permettre vraiment à cet héritage d'être... il n'était plus vivant en quelque sorte. Et donc c'est grâce à... Alors oui, ce que je dis ici, voilà, vous le voyez peut-être, c'est que pour vous rendre compte de cette décadence entre guillemets, par exemple, on parlait, Ératosthène avait mesuré la circonférence de la Terre déjà en 194 avant Jésus-Christ. On
en Égypte. Alors que pendant cette période de décadence, donc l'année 550, on parle d'une terre plate. Donc c'est quand même incroyable. Et vous voyez que la flèche du temps n'indique pas toujours le progrès. Donc il ne faut pas du tout être dans le mythe, que plus on avance et plus on progresse. Et donc je dirais que c'est pour ça que je parle ici, dans la façon dont je présente ce transparent, d'une continuité. Certes, il n'y a pas de grand, mais il y a quand même une sorte de non-linéarité. Hein. Ce n'est pas qu'un processus linéaire qui progresse avec une accumulation de connaissances. Alors, il y a aussi un mythe dans l'histoire des sciences, qui est celui du rêve d'Al-Ma'moun, qui aurait vu Aristote dans son rêve et qui avait incité à faire les grandes traductions. Évidemment, Al-Ma'moun, il était très important. Il a vraiment développé, il a poussé énormément cet effort de traduction des œuvres grecques, qui sont vraiment une étape très importante dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que dit d'ailleurs Dimitri Buttas, dont je vous recommande le livre Greek Thought, Arabic Culture. Et finalement, une hypothèse qui nous paraît raisonnable, c'est celle de Georges Saliba, qui dit qu'en fait, les premières traductions ont commencé avec la réforme d'un souverain omeyyade, c'est le 5e ou le 6e, en 685 déjà. Et cette réforme, elle a été vraiment très importante sur le plan administratif, culturel. C'est lui qui a en fait imposé aussi la langue arabe à l'époque, parce qu'avec les Omeyyades au début, il y avait la langue grecque qui était pratiquée. Et cette réforme, malgré l'hostilité des Abbassides aux Omeyyades, a été quand même reprise par les califes abbassides. Et avec le règne abbasside, on a aussi l'apparition d'une école de pensée, une école, c'est en fait une théologie rationnelle. C'est le Khalem, et qui s'est bifurqué par la suite dans différentes branches. Et parmi les branches de Khalem, il y a l'Ash'arisme, avec le Ash'ari, donc le Xe siècle. Et là, donc, l'une des personnalités les plus importantes, c'est donc Al-Ghazali, qui est Ash'ari, et qui, lui, comme je l'ai marqué là, parce qu'on parle d'une période, donc d'une sorte de transition avec Al-Ghazali, philosophie et la science, comme je vous ai dit, ont disparu. Une autre explication aussi de la décadence, c'est l'invasion moghole de Bagdad en 1258, qui était quand même un ravage très important. Et par la suite, donc à partir du XVe siècle, il y avait les trois empires. Et j'ai mis à la fin Copernic en 1543, parce que je vais vous parler après de Copernic, Kepler en 1630 et 1642 avec Galilée. Alors Copernic est considéré comme celui avec lequel la révolution scientifique a vraiment en fait émergé. Sauf que, selon certains chercheurs que je vous avais cités tout à l'heure, il est considéré plutôt comme le dernier astronome de Maragan, et non pas comme le premier déconnecté d'une série d'astronomes arabes. Et c'est ça que je vais illustrer par un exemple. Donc, d'abord, je vais vous parler, j'avais mis en gras motivation religieuse. Donc, je vais vous parler d'abord des motivations d'ordre religieux. Il y a eu d'abord, avant même les traductions grecques, une théologie dans un sens très général, avec des méthodes rationnelles qui étaient développées, surtout des méthodes rationnelles pour s'assurer de l'authenticité des paroles prophétiques, pour aussi le Coran, le fait qu'on devait s'assurer de différentes façons de transmission du Coran, de savoir, de pouvoir arriver à aboutir jusqu'au Coran de Hoffman. Et le Khalem, dont je vous ai parlé, Jean Jolivet, qui malheureusement vient de décéder, qui est un grand spécialiste de la philosophie médiévale, il qualifie, il dit que la philosophie est née deux fois dans le monde arabo-musulman. Une première fois comme théologie, puis comme philosophie argumentée de nature aristotélicienne. Donc là, on parle d'une... En fait, on a du mal même à séparer les philosophes des théologiens. Et en particulier, l'atomisme a été aussi dans une branche, en tout cas par exemple le matérialisme du Khalem. En fait, l'atomisme, qui était plutôt associé à du matérialisme chez les Grecs, a été islamisé. Et au contraire, l'atomisme est une façon d'instaurer la toute-puissance divine. Parce que Dieu peut aménager, agencer et collectionner les atomes de différentes façons. Et les accidents sont en fait actualisés par Dieu. Et l'un des représentants de cette pensée-là, de la pluralité des mondes, est un théologien du Khalem, qui est aussi philosophe, qui est Al-Razi. Et je voulais vraiment mettre cette citation importante, parce qu'il dit que Dieu a la puissance infinie, a le pouvoir, la qudra,
qudra de créer des milliers de mondes. Alf awalem, au-delà de ce monde. Les arguments des philosophes pour affirmer que le monde est un sont faibles. On est en train de critiquer Aristote, l'univers fermé d'Aristote. Maintenant, cette idée d'évolution, de dynamisme, à la fois dans la création, je dirais, des mondes et des êtres vivants, on la trouve aussi chez Al-Jahiz. C'est français. Là, on est au IXe siècle. Et il est fondateur, il est d'abord un théologien, fondateur d'un courant important dans le mu'tazilisme. Alors, il est aussi linguiste, philologue, géologiste. Et lui, il décrit l'évolution des espèces articulée selon 3 mécanismes principaux. La lutte pour l'existence, la transformation des espèces vivantes, l'influence de l'environnement naturel. Et cette illustration est intéressante parce qu'elle va rejoindre un peu quelques éléments que je vais dire par la suite. C'est une copie du livre des animaux, Kitab al-Hayawan, qui date du XIVe siècle, parce que les copies évidemment des manuscrits se faisaient à n'importe quel siècle. Donc c'était celle-ci sous règne des Mamelouks en Égypte. Elle a été retrouvée en 1939 à la librairie Ambrosiana de Milan par le Suédois Oskar Lofgren. Allez voir. Vous allez faire la connexion avec une trouvaille que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai trouvée sur Internet, et j'en suis d'ailleurs contente. Une autre vision évolutionniste, alors là, je commence à aborder At-Tusi, Nasruddin At-Tusi. C'est aussi, il est chiite. Il est aussi dans la tendance, la mouvance du Kalam, et encore une fois, je ne mets pas d'étiquette, hein, parce que les bifurcations sont énormes. Et alors, je ne vais pas lire toute la citation, mais At-Tusi, je reviens, je vais en parler tout à l'heure si j'ai le temps, j'espère, parce que je crois que je l'ai doucement là. Donc, on est au XVIIIe siècle, au XIIIe siècle, pardon. Donc là, At-Tusi, c'est post-Al-Ghazali. Faites attention aux dates. Rappelez-vous, c'est facile, Al-Ghazali, c'est 1111, hein, d'accord? Et lui, avec son observation, montre que l'être humain est placé sur l'étape moyenne de l'escalier évolutionnaire. Selon sa nature inhérente, l'humain est lié aux êtres inférieurs et c'est seulement avec l'aide des siens qu'il peut atteindre un développement plus élevé. Alors, je ne vous lis pas le début, mais on est quand même dans les prémices de la théorie d'évolution. Et At-Tusi était connu surtout pour ses travaux en théologie. Et vous allez voir le rôle qu'il va jouer en astronomie et en mathématiques. L'autre aspect, là je suis toujours dans la partie motivation religieuse. Les mosquées, c'était aussi des universités et des librairies. Et là, je préfère aussi avoir recours à une citation, parce que ce sont des faits qui vont à l'encontre, on va dire, des schémas préétablis, donc je préfère m'appuyer sur ces spécialistes, ces historiens des sciences. Par exemple, Sabra nous dit « La grande majorité des manuscrits philosophiques et scientifiques étaient préservés dans les librairies des mosquées, où leur présence n'était pas l'exception, mais la règle. » Alors, je n'ai pas fait une diapo parce que je voulais absolument mettre la mosquée de Qarawiyyin, qui est une mosquée université, où il y a eu, entre autres, le pape Gerbert, qui aurait, alors je n'ai pas encore trouvé la référence exacte, mais c'est une université où on enseignait les mathématiques, la physique, l'astronomie, etc. Et elle était fondée par une femme, Fatima El-Fahmiya, qui est partie de Qayrawan, fait le lien entre nous, elle est partie de Qayrawan en Tunisie pour aller à Fès, qui avait profité, employé la fortune de son père pour cette mosquée. Sa sœur a fondé une autre mosquée à Fès, et le mécénat était très important, pas seulement celui des sultans, mais aussi celui des personnalités. Et les femmes y ont joué un très très grand rôle. Maintenant, il y a aussi des motivations qui sont liées au rituel. Alors, ça vous le savez probablement. Mais ce qui est intéressant encore, là je cite encore Sabra, c'est que l'éthique avec l'algèbre furent incorporées dans une branche de la théologie, al-fara'id. Fara'id, ça veut dire plus les devoirs religieux, les obligations rituelles. Ils sont devenus tels quels à l'équipement du faqih. Le faqih, donc l'homme de religion qui va faire l'exégèse, etc., est obligé d'apprendre ces mathématiques. Donc sa formation. Et ce que dit aussi Sabra, c'est que souvent la critique des théologiens est surtout dirigée à l'encontre des branches occultes de l'hellénisme, c'est-à-dire la magie, l'astrologie, etc. Et le commandement, alors ça c'est un exemple aussi très important de motivation spirituelle, c'est de connaître la direction de la Qibla. Quand on fait la prière, on doit s'orienter vers la Qibla. Et Georges Saliba, dans un livre que je vous recommande si j'ai le temps
que le commandement et le religieux, c'est ma traduction, peut-être avec l'erreur, malgré son apparente simplicité d'inviter les croyants à se diriger dans une direction spécifique, fut l'une des raisons ayant donné naissance à la discipline sophistiquée de la trigonométrie sphérique, qui n'existait pas, c'est une branche encore scientifique qui n'existait pas chez les Grecs. Alors, les motivations d'ordre spirituel. En fait, j'ai mis un livre coranique d'ailleurs qui s'appelle Père Lachaise, qu'il a pris chez les Mamelouks. C'est pas lui qui l'a fait. Et pourquoi? Parce que le livre coranique est effectivement important à étudier, mais le cosmos lui-même est comme un livre. On parle de livre cosmique. Et là, je parle d'une tradition très longue dans l'islam. Je n'invente rien. Et donc, contempler en fait les signes, le mot ayat, ayat ça veut dire signe, ou verset. Donc, le verset coranique et le ayat, le signe de la création, ont le même nom en arabe, ayat. Et donc, aller contempler le cosmos, c'est aller quelque part chercher la face de Dieu, parce qu'il se manifeste partout. Et donc, ça a été une motivation très importante dans le développement des sciences. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'il faut absolument se débarrasser de monde profane, ce qui était un petit peu le christianisme d'ailleurs en Europe à un moment de Rome, au contraire, c'est vraiment à travers cette étude du cosmos qu'on se rapproche de Dieu. Maintenant, je vais parler d'un autre aspect dans les points, l'originalité. Alors, je viens d'en parler avec, par exemple, le cas de la trigonométrie, mais je vais essayer de vous donner d'autres exemples. Alors là, on retrouve Toussi. Cette miniature, en fait, elle est dans une des œuvres de Toussi qui a été illustrée. Une copie qui remonte à l'Empire, sous règne mongol. Et à droite, il y a le couple de Toussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je vais d'abord commencer, parce que je sais que vous faites beaucoup de maths pour les étudiants qui sont là. Alors, tu as cité, Luna, bien entendu, les grands noms que vous connaissez de mathématiques. Je ne vais pas revenir dessus. Ce que je voudrais, c'est plutôt des exemples, donc, aussi, qui se situent dans la période post-Al-Razali. Et là, j'ai recours à Ahmed Jabbar dans un livre sur la science arabe. Et j'évoque en même temps une extension géographique qui n'est pas très connue, c'est-à-dire les mathématiques au Maghreb, par exemple. Et donc, là, par exemple, Ahmed Jabbar parle de Mounion qui développe pour la première fois un chapitre autonome qui traite de la combinatoire. Il dit aussi, Ahmed Jabbar, que Ibn Mun'im donne le fameux triangle arithmétique qui a été longtemps attribué à Pascal puis à Cardan, et que les algébristes du centre de l'Empire musulman, comme Al-Karaji, avaient obtenu à partir de préoccupations purement algébriques. Il y a un autre mathématicien maghrébin, il en cite plein en fait, mais j'ai pris juste des exemples, qui permet en fait d'éviter les tableaux dans le calcul des combinaisons. Et cette formule, dit-il, sera redécouverte par Pascal 3 siècles plus tard. Et alors, une remarque aussi intéressante à laquelle je tiens, qui rejoint un petit peu comment est-ce que la science, la culture scientifique a commencé à émerger même avant les traductions grecques, grâce aussi aux linguistes. Parce que tout ça, c'est de la rationalité, ce sont des analyses sophistiquées. Et donc là, ça continue à affecter l'analyse combinatoire, qui essentiellement née d'après encore Ahmed Jabbar, au sein de la pratique littéraire qui concerne la linguistique, la lexicographie, la grammaire et la poésie. Ça me plaît. La poésie. Donc, pour parler encore d'originalité, donc on est encore dans la partie originalité. Alors, je pense que Ibn Hayyan est connu au 7e siècle. Alors, je ne suis pas du tout en train de respecter l'ordre chronologique. Donc là, on est plutôt avant Razali. Et ce qui est intéressant pour Ibn Hayyan, à qui on doit vraiment l'apparition de la chimie, là aussi sur Ahmed Jabbar, c'est une branche scientifique qui n'existait pas en soi chez les Grecs, même s'il y avait l'alchimie en Égypte, bien sûr, en Grèce. Et par exemple, c'est grâce à lui qu'on a vu émerger aussi la méthode expérimentale. Par exemple, Jabbar nous dit, Jabbar en latin, les savants ne se ravissent pas de l'abondance des matériaux, ils se réjouissent seulement de l'excellence de leur méthode expérimentale. Alors là, c'est une traduction des œuvres de Jabbar, qui, par exemple, qui était appréciée par Lavoisier, même si Lavoisier n'aimait pas l'alchimie. Et là, j'aimerais faire quand même un lien avec les motivations d'ordre spirituel dont je parlais, puisque l'alchimie, on est un peu dans le domaine de la métaphysique. Et Jabbar, c'était sa motivation, mais dans son laboratoire, il faisait la science au sens, il pratiquait la science au sens moderne, avec tout
ce qu'il a développé comme outil et comme méthode de distillation, etc., de fabrication de certains produits chimiques. Maintenant, vous connaissez sûrement Ibn al-Haytham, je ne peux pas m'empêcher d'en parler même s'il est connu. Là aussi, il faut absolument insister sur l'originalité de la physique d'Ibn al-Haytham qui a opéré une vraie révolution dans la perception de la lumière. La lumière n'avait pas d'existence en soi chez les Grecs. Il lui donne même la même nature sur Terre et la nature céleste. Parce que ça, on l'attribue à la révolution scientifique en Europe. Et là, Ibn al-Haytham, on est au XIe siècle. Et on le considère comme vraiment le fondateur de la physique au sens moderne du mot, pour certains, comme Matthias Schramm. Et ce qui est intéressant, c'est que, je crois qu'il me reste combien de temps? J'ai 5 minutes. Bon, bah, en fait, j'ai très envie de vous montrer les manuscrits que j'ai trouvés, qui se trouvent dans une librairie à Munich. Bon, il est digitalisé, donc on peut l'avoir en PDF, comme d'autres manuscrits absolument précieux. Donc je ne vais peut-être pas, bon, si vous avez des questions là-dessus, on y retournera. Si, je vais quand même mentionner un hommage que je trouve très intéressant à Ibn al-Haytham. En fait, il s'agit d'un livre fait à Cologne, après que Galilée ait pu observer grâce au télescope la Lune. Et le télescope, on le doit à toute la révolution en optique qui a été initiée par Ibn al-Haytham, évidemment poursuivie par bien d'autres. Et donc, dans ce livre, vous voyez que la couverture, en fait, elle est intéressante parce qu'il y a Ibn al-Haytham de ce côté et Galilée de l'autre côté. Ibn al-Haytham, on lui attribue la théorie et Galilée, on lui attribue l'importance des sens. Et c'est un livre fabuleux parce qu'il y a des images de cratères, des cratères qu'on pouvait observer grâce à cet instrument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Galilée est établi en arabe. D'accord? C'est pas mal ça, non? Et aussi, quand on regarde ce qui est écrit tout là-haut en latin, lève les yeux et regarde qui a créé cela. Donc là, on n'est pas du tout dans une science qui éjecte, je dirais, l'aspect, la dimension spirituelle, hein, comme Newton d'ailleurs, qui était alchimiste par ailleurs. Voilà. Alors, je ne vais pas parler de Kamaluddin el-Farisi, qui va plus loin que Ibn al-Haytham pour l'explication de l'arc-en-ciel, et auquel on doit les prémices de la nature ondulatoire, parce que Ibn al-Haytham était dans la nature corpusculaire, très important. Et ça, dans un exposé de physique quantique, j'aurais pu vous en parler davantage. Al-Jazari, ça c'est post-Razali, vous avez peut-être vu l'horloge astronomique considérée comme le premier ordinateur analogique programmable. Donc là, on est au XIIe siècle, post-Razali. Al-Jazari, c'est fabuleux. Et je voudrais quand même aussi insister sur l'originalité de l'astronomie, parce que souvent on se dit, bon, c'est aussi l'astronomie, c'est Ptolémée et Aristote. Donc Ibn al-Haytham a déjà initié la critique d'Aristote, parce que je vous dis, la critique, c'est une étape importante de l'évolution des sciences. Et là, je cite aussi explicitement Georges Saliba, qui nous dit, pour résumer, qu'en fait, l'astronomie était une branche nouvelle, c'est elle, al-Hayal, qui est vraiment nouveau dans le sens où il était descriptif. Parce qu'il y a eu la critique, entre autres, de l'astrologie, ça ne veut pas dire que je suis contre. L'astrologie a aussi eu ses apports, hein, elle a continué quand même à s'épanouir, mais c'est grâce, entre autres, au fait qu'il y a la critique de l'astrologie qu'on a pu développer une réalité descriptive des planètes. Et donc, Georges Saliba dit que dans cet environnement, la nouvelle discipline de al-Hayal, la science de l'astronomie, prit naissance et n'avait évidemment en tant que telle aucun équivalent grec. D'ailleurs, il parle de l'inclinaison de la Terre sur son axe, qui n'a pas été calculée auparavant, mais a été calculée à Bardel en 1950. Alors, Abdelrahman Soufi, comme tu l'as cité, il a aussi, lui, la première observation en fait des galaxies observables à l'œil nu, ce sont deux, mais elles ne portent pas son nom malheureusement, ce sont les galaxies d'Andromède et le grand nuage de Magellan. Et là, c'est amusant parce que j'ai plein de miniatures à la fois d'œuvres, de copies de Toussy à gauche et de traductions latines du XVIe siècle à droite. Alors, le fameux couple de Toussy, il y a une animation qui est très importante, mais je vais aller très vite. En fait, c'est un théorème qui n'existait pas non plus chez les Grecs, qui a joué un rôle primordial à la fois chez les astronomes arabo-musulmans, mais je vais vous montrer chez Copernic. Et en fait, on est là vraiment dans une révolution par rapport à Aristote, pour lequel il n'y avait que des mouvements circulaires. Parce que Toussy explique, alors l'animation à droite vous explique, que quand vous avez deux cercles, celui intérieur à son rayon et la moitié du cercle extérieur, et bien en fait ça génère
un mouvement qui est rectiligne, c'est le diamètre au milieu, pour le point qui est sur la périphérie du petit cercle. Et c'est ce qu'il est illustré ici parce qu'il fait des phases ici. C'est un de ses manuscrits. Et en fait, ça c'est un théorème mathématique, mais qui a servi pour l'astronomie, la motivation de Toucy, mais qui a servi par la suite pour plusieurs mathématiciens et ingénieurs européens qui ont développé des versions similaires de ce qu'on appelle maintenant les mécanismes hypocycloïdes. Alors là, je vais à Copernic, c'est pour ça que je l'avais lu tout à l'heure. Donc Copernic, à droite, il utilise le théorème de Toucy. Alors on pourrait se dire que c'est une coïncidence parce que ce n'est pas évident de trouver une influence nécessairement parce que deux résultats sont ensemble. Sauf que en 1973, il y a un chercheur qui s'appelle Hartner qui a trouvé une découverte, qui a vraiment fait une découverte assez intrigante. En fait, le cercle au milieu, là, le supplémentaire n'est pas nécessaire. Mais ce qui est frappant, c'est que les lettres utilisées par Toucy en arabe sont traduites en latin, telles quelles pour chaque point. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Copernic, quand même, n'a pas du tout cite, par exemple, d'autres scientifiques arabes, mais pour ce théorème, il ne connaissait pas, il ne donne aucune référence, il ne savait pas d'où il venait. Et donc, il y a une recherche active pour savoir par quel biais il aurait pu connaître ce théorème de Toucy, qui joue un rôle très important. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, alors ces deux chercheurs parlent de Copernic comme étant le dernier astronome de Maraga, parce qu'il utilise deux théorèmes seulement dans son livre de révolution. Et ces deux théorèmes sont celui de Toucy et le modèle planétaire de Neuchâtel ou le lemme de Horby, qui n'a même pas compris. Il le reproduit sans le comprendre. Et donc c'est à travers Neuchâtel qu'il a pu connaître le lemme d'Horby, donc le modèle planétaire de Neuchâtel. Et là j'ai mis le Maraga parce que Neuchâtel était là, donc on est dans la période post-Brazali. À droite la mosquée Omeyyade, parce que M. Neuchâtel était le mu'aqqit de cette mosquée. C'était lui qui fixer les horaires des prières quotidiennes selon des cadrans astronomiques. Et en fait, là, Georges de Saliba dit que les modèles sont identiques, ceux utilisés par Copernic et Neuchâtel. Alors voilà, ma trouvaille. En fait, on se demande comment est-ce que Copernic peut connaître, parce que je n'ai même pas encore vérifié si ce livre, donc la copie que je vous ai montrée était traduite. Mais il n'y avait pas besoin de traduction, parce que les érudits italiens connaissaient l'arabe. C'est le cas de Giordano Bruno. Je vous ai parlé tout à l'heure des mondes multiples. Giordano Bruno, c'était un peu l'intrus en Europe, parce qu'il avait parlé aussi de mondes multiples. Il avait la cosmologie de base. Il parlait l'arabe. Il a fini sur le bûcher. D'accord ? Donc, c'est avec lui, on dit que ce sont ces idées qui ont permis la vraie révolution, parce qu'avec Copernic, on était encore dans un monde fermé. Mais passer à un univers ouvert et étendu, c'était ça la véritable révolution, qui était déjà la règle chez nos théologiens musulmans. On connaît Lubna de Cordoue, qui était en fait la secrétaire d'Al-Hakam, qui était mathématicienne, mais leurs contributions n'apparaissent pas, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment réservé, sinon je n'aurais pas hésité. En tout cas, on n'y a pas accès pour l'instant. Il faut voir encore une fois qu'il y a encore des milliers de manuscrits qui attendent d'être écrits. Il n'y a pas assez de recherche sur le sujet. Mais on peut se demander, alors ça c'est quelque chose qui a été évoqué par Ahmed Jabal une fois, il disait qu'il est possible aussi que certains ne vont pas mettre en avant des travaux de femmes, comme d'ailleurs on le voit maintenant dans la recherche. Il y a des femmes qui méritaient les prix Nobel et qui ne l'ont pas eu. C'est un milieu qui peut rester misogyne. Autour de la Méditerranée, je pense qu'il y a eu des mouvements, quand même une tendance patriarcale. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre échelle des valeurs, ce qui est le plus intéressant, le plus passionnant, le plus valorisant, n'est pas la même. Il faut vraiment aussi qu'on fasse attention à cette lecture qui serait complètement décalée de l'histoire, puisque les sciences, là où on excellait, qui valorisait le plus les personnes, c'était plutôt leur réalisation spirituelle, je dirais. Et sur ce champ, les femmes sont nombreuses. Il y a des biographies de femmes comme celle de Soulami, que j'ai vue récemment, qui est fabuleuse, avec des femmes qui étaient des maîtres, de maîtres eux-mêmes connus, hommes. Par exemple, Zounoun el-Masri de Zounoun, je ne vais pas trop déformer, c'est une grande figure de l'islam au IXe siècle, et lui, il disait que sa professeure, c'était une
femme, Fatima Duli-Chapour. Il y a Ibn Arabi qui avait comme guide spirituel, c'est plus important, guide spirituel, c'était des femmes qui vénéraient. Il y a des femmes qui ont été des reines, qu'on ne connaît pas assez. Au Yémen, il y a eu 2 femmes qui se sont succédées. En Inde, il y a eu des générations de femmes reines, qui étaient des réformatrices, qui étaient là sur le terrain. Donc, au Yémen, par exemple, les femmes ont mentionné, comme pour tous les sultans, leur nom pendant la prière de vendredi. Donc, évidemment, on n'est pas dans le domaine exactement du savoir, mais elles étaient là aussi pour participer à cette conférence, je dirais, parce qu'en fait, il y avait, même après la disparition de l'Empire abbasside, il y avait une sorte d'émulation qui était là, parce qu'il y avait une concurrence entre les sultans, pour pouvoir encore promouvoir les sciences, mais les sciences globalement, c'est-à-dire que les sciences de la nature étaient valorisées, mais elles n'avaient pas la même valeur que les sciences religieuses, pas nécessairement exotériques, mais je parle de réalisation, de connaissances véritables, de connaissances par le goût, par la saveur. Voilà. Alors, on retourne au XXIe siècle, en France. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui des savants religieux qui ont encore un intérêt vif pour les sciences modernes? Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. En fait, malheureusement, on est dans une époque où on cloisonne les savoirs, où le système scolaire lui-même ne favorise pas, je dirais, construire des ponts. On pousse les élèves, bon Dieu merci, mais on va une réforme bientôt, mais on pousse les élèves déjà à choisir entre lettres et sciences, ce qui était pour moi personnellement une période, même en Tunisie, on a fait la même chose. C'était une déchirure de pouvoir finalement choisir entre les deux. Et je trouve qu'à l'université, il n'y a pas la flexibilité, par exemple, de pouvoir suivre des études d'histoire ou de philosophie tout en faisant des études scientifiques. Et il y a aussi, encore une fois, une façon de pratiquer la science qui est un petit peu mécaniste, réductrice, scientiste, qui fait qu'on croit dans le pouvoir des sciences, et quand on est scientifique, on peut avoir des fois un manque d'humilité qui nous fait croire qu'on n'a pas besoin d'autres domaines. Alors que pour, je pense, approcher ce monde, on a besoin de tout, on a besoin de tous les types de savoir. Et la science elle-même a ses propres limites, elle émet ses propres limites pour avoir cette connaissance. Mais maintenant, je peux vous citer, alors par exemple, là, j'ai mentionné ces 2 livres qui ont été faits sous la direction, voilà, je n'ai pas pensé à ça, Abdelhak Bounougui Derdeni, qui est en fait un astrophysicien à Lyon, qui est directeur de l'Observatoire de Lyon pendant 10 ans, un astrophysicien brillant, et qui est vraiment un érudit de l'islam. Et donc en fait, c'est grâce à lui en 2005 que je me suis intéressée, j'ai pris du recul par rapport à ma recherche en rejoignant son groupe de recherche sur les religions de l'islam. On a eu ces 2 livres collectifs comme résultat de cette aventure, qui continue quelque part. Après, je pense qu'il y a des personnes qui, comme Seynos, qui avait une base scientifique, mais qui a arrêté de faire de la recherche par la suite. Parce qu'il faut voir aussi que gérer en parallèle les activités scientifiques de recherche et s'intéresser à d'autres choses, c'est un exercice un peu périlleux. Parce qu'on nous demande d'être très efficace dans la recherche, et il faut produire énormément, et il y a une certaine pression qui s'exerce, il faut être... Le problème, c'est que notre évaluation, elle va dépendre, on va nous comparer à ceux qui pratiquent, qui ne font que ça. Voilà, qui s'investissent complètement là-dedans. Et donc, c'est très difficile de valoriser ce qu'on peut faire à côté, même si c'est un dialogue de culture, comparé par exemple du CNRS. Donc, il y a certains scientifiques qui vont s'intéresser même à des questions philosophiques, mais qui vont le faire à la fin de leur carrière. Et puis les religieux, peut-être que, je pense, du côté des religieux, il y a peut-être moins d'intérêt pour les sciences que ce qu'il a été dans le passé. Là, je vous ai parlé des mathématiques qui étaient très importantes dans le cursus d'un Paris. On n'a plus ça de nos jours. On a un regard, je pense, du côté des religieux qui est un peu plus méprisant, peut-être, ou qui ne donne pas la valeur qu'il faut aux sciences, ou alors qui peut leur vouer juste une admiration, mais sans se rendre compte de l'importance de son propre parcours, cheminement, d'avoir une culture scientifique. Et c'est un problème aussi de vulgarisation des sciences. Parce qu'on a tendance à vulgariser les sciences plus pour impressionner que pour donner des outils de réflexion aux citoyens qui ont le droit à se connaître ces résultats scientifiques. Les contribuables, vous me payez mon salaire, donc normalement j'ai le devoir de vous transmettre quelque chose. Je ne suis pas là pour vous dire « Ah, c'est génial, la physique quantique, c'est épatant, ce que je fais, ça... » Mais malheureusement, on n'est pas dans cet esprit-là. Et donc, on ne donne pas non plus les outils
développe pas assez d'efficacité pour qu'à la fois les citoyens, mais les hommes de religion, les femmes de religion, puissent s'approprier les résultats scientifiques et leur donner du sens aussi après. Alors, vous en avez parlé, vous avez contribué à l'écriture du livre Sciences et religion, Oui, c'est ça. avec entre autres Bruno Abdelhak-Berdoni, qui est astrophysicien de profession. Et vous développez plus particulièrement le sujet de la mécanique quantique, qui est votre spécialité. Alors, vous expliquez que c'est un domaine qui met à l'épreuve notre intuition directe, grâce notamment à son ouverture aux nombreuses interprétations. Et c'est un domaine qui pousse à la réflexion sur le plan épistémologique et métaphysique. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée-là et nous dire sur quel autre champ on peut faire dialoguer science et religion? Merci pour la question. Donc en fait, la science telle qu'on la présente au lycée dans laquelle on l'enseigne, elle est censée répondre à des questions sur le réel, donc nous donner une sorte de photo de ce que c'est que la réalité, indépendante de nous. Et on croit aussi que même si elle n'arrive pas des fois à le faire, en principe elle est capable de le faire. Elle est capable de nous expliquer les phénomènes qu'on voit. Elle est capable de nous donner des récits, qui sont des sortes d'histoires. Pourquoi quand je lance une pomme elle tombe, ben, on va nous raconter une histoire. Maintenant, en physique quantique, on ne peut plus raconter l'histoire. On est simplement face à des énigmes qui vont à l'encontre de notre intuition. Et indépendamment même de la physique quantique, même si l'expérience a été motivée par ça, il y a la fameuse expérience de non-séparabilité, qui en quelque sorte pourrait ressembler à une paire de chaussettes que vous séparez. Quand une chaussette est prise par Alice et l'autre par Bob, évidemment, on peut dire que les chaussettes ont initialement la même couleur. Et donc évidemment, chacun va savoir quelle est la couleur de la chaussette qui est prise. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on est incapable d'avoir un discours, parce que quand je parle de chaussettes, je suis en train de raconter une histoire qui est locale, qui se déroule dans le temps et dans l'espace. Avec les paires qu'on appelle intriqués en physique quantique, Alice et Bob vont tirer des chaussettes et tous les deux ont un résultat qui est complètement aléatoire. Donc on a un hasard de chaque côté, donc on a un hasard qui est corrélé. Et ça, personne ne peut raconter, savoir pourquoi. On a des outils mathématiques pour pouvoir le prédire, mais personne n'a une explication de ce que c'est. Et ça met en cause notre intuition directe de ce que c'est que la matière. Et l'intérêt de ça, c'est que finalement, on n'en sait plus ce que c'est que la matière. On sait ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas locale. Elle n'est pas... en fait, quand on parle de particules, on ne sait pas ce que c'est qu'une particule. Et ça, c'est même le prix Nobel Weinberg qui disait que c'est énervé que quelqu'un nous demande que c'était qu'une particule. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est que le matérialisme philosophique est ébranlé. Or, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que tout est réduit à la matière, que nos neurones, c'est un ensemble d'atomes, etc., d'électrons, etc., puisqu'on ne sait pas ce que c'est que la réalité de ces atomes et de ces électrons. Et donc le matérialisme philosophique qui a été utilisé comme arme contre la spiritualité est fragilisé. Et donc c'est plutôt sur ce champ que je dirais qu'il y a une possibilité de dialogue, puisqu'on est dans la perplexité totale en fait face à ça, et que du coup, en fait, il y a une sorte d'analogie qui est complètement métaphorique avec la perplexité que développent les maîtres spirituels. Et qui pour moi serait thérapeutique, puisque actuellement, oui, parce qu'avec ça, ce que j'ai pas dit, c'est que le déterminisme aussi est remis en question avec cette même expérience. On ne peut pas prédire en avance la couleur des chaussettes, en fait. Elle n'est pas déterminée avant qu'on l'observe. Et donc il y a un hasard qui est fondamental, on parle d'un vrai hasard. Et donc le déterminisme, le fait qu'il soit fragilisé, je trouve ça intéressant parce que notre vision du monde est très souvent conditionnée par le déterminisme. Et ce déterminisme a influencé même, je pense, notre façon de voir, en tout cas, je dirais, l'approche littéraliste de l'islam. C'est un peu déterministe, elle est positiviste, parce qu'on croit aussi qu'en faisant un certain nombre d'actions, on va aboutir au salut. On est déterministe. En faisant tel nombre d'invocations de prière, on arrive au salut. Parce que aussi, quand on lit le texte, on lui donne le sens le plus apparent, le plus direct, c'est aussi une façon d'être, je dirais, une rationalité qui est asséchée. C'est même pas la rationalité des philosophes grecs ou d'Avicenne qui laissait de la place à la métaphore et la poésie.
une rationalité complètement défigurée pour moi, qui n'a pas existé en fait dans l'histoire de la pensée islamique. Et donc quelque part, je trouve qu'il y a à méditer sur ça, puisque ces tendances, je dirais, il y a une sorte de scientisme théologique qui se développe. Et donc savoir qu'il est déjà dépassé par les nouveaux paradigmes scientifiques est très important. Parce que déjà, pour la matière, il ne s'applique plus. Comment est-ce qu'on peut l'adopter pour son propre cheminement? C'est un peu une piste que j'explore. Alors, j'ai en fait deux figures qui, pour le coup, ont très bien fait dialoguer sciences et religion. Elles ont réussi à marier un peu ces deux domaines dans leur vie et puis après dans leur profession. Vous avez évoqué tout à l'heure Saïd Nasr, vous connaissez des écrits du coup. C'est un philosophe iranien, actuellement professeur d'études islamiques à l'université de George Washington. Ce sont ses études à MIT en physique et en mathématiques qui l'ont poussé à faire un doctorat en histoire des sciences à Harvard, doctorat qu'il clôt avec un mémoire intitulé « Conception de la nature dans la pensée islamique ». A l'inverse, une autre figure, la psychiatre Alania Rawad, qui est aujourd'hui professeure à l'université de Stanford. Elle a d'abord commencé par étudier pendant assez longtemps d'ailleurs les sciences islamiques en Syrie, puis elle s'est lancée dans la médecine et est devenue psychiatre. Donc on a deux profils assez différents, mais qui ont essentiellement eu la même, cette envie commune de trouver une harmonie entre deux domaines que la société sépare un peu aujourd'hui. Donc pourquoi selon vous, n'y a-t-il plus ce genre de mariage qui était pourtant assez commun pendant la période de l'âge d'or, comme vous m'avez dit? C'est complexe. Je pense que voilà, le fonctionnement, ce qui domine aussi dans, je dirais, cette mouvement dont on parlait un peu scientiste, approche, une vision du monde mécanique, c'est qu'on réduit, on est dans le réductionnisme. Et donc, on a du mal finalement à être dans la transdisciplinarité. Et ça, c'est vrai même pour les scientifiques. Parce qu'on est amené toujours à se spécialiser davantage, à se focaliser sur certains sujets, dire même en physique. C'est pas parce que je suis physicienne que je connais tous les domaines de la physique, loin de là. Je connais même pas, je connais une petite, infime partie de mon domaine, et encore, je pense qu'à chaque fois, tous les jours, je me rends compte de tout ce qui me reste comme du champ de mon ignorance, de son étendue. Donc c'est un fonctionnement qui est dans le rendement. En fait, c'est le rendement, l'efficacité. C'est un peu l'excellence qu'on cherche les sportifs. Donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est soumis à cette course-là. Et donc, quand on est dans une course, on a du mal à se poser, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à réfléchir tout simplement sur le sens de la vie. Et tout ce qui amène effectivement la réflexion, je dirais, sur quelqu'un comme ses noces, il a quand même su, effectivement, vraiment se consacrer à cette question du sens et du sens de faire une activité scientifique, c'est psychanalyste. Mais on ne valorise pas non plus, malheureusement, quand on prend la section science, c'est quand même plus valorisant que l'être, parce que les débouchés sont rares. Moi, j'ai connu des amis d'ailleurs, une femme fabuleuse, Aïla Khalifa, qui a fait une thèse avec Jacques Cavic sur une Alavi, ça a donné lieu à un livre que j'ai connu grâce à ce groupe, et elle n'avait pas de métier en France, elle est rentrée en Jordanie. Je connais un érudit aussi, qui est fabuleux, mais qui n'a pas trouvé de métier. Donc on n'encourage pas, parce que je pense que ce qui est très important, c'est qu'on veut encourager aussi, je dirais, cette transdisciplinarité à la fois entre sciences, mais aussi entre sciences et questions de théologie ou de spiritualité, c'est d'avoir le financement. Vous voyez à quel point le financement des substances sont très importants. Ces scientifiques étaient pris en charge. Nous, on a du mal déjà à avoir des financements pour notre propre recherche scientifique. On est en train de rédiger des demandes. Valoriser la recherche, même en France, c'est très difficile. Parce que au CNRS, on ne peut pas dire qu'on a des moyens analogues à ceux qui, par exemple, ont certains Américains, mais bon, évidemment, avec notre type de fonctionnement. Donc, valoriser la connaissance, valoriser les professeurs, regardez les salaires des professeurs et des enseignants, c'est catastrophique. Moi, je trouve que ça commence là. Quand on commence à aussi donner des salaires plus importants, c'est un regard de la société qui va changer sur ces métiers. C'est par là que ça commence aussi. Je crois que c'est là.
Alors, dernière question. Comment faire pour inspirer et motiver aujourd'hui les femmes musulmanes à marier sciences modernes et convictions religieuses, malgré que la société s'en un peu c'est-à-dire que il ne faut pas, je pense que le conseil le même que pour en fait, les femmes et les hommes aussi. Je crois que c'est très important de ne pas se laisser emporter par cette force acharnée qui va vers un matérialisme à la fois, je dirais, philosophique, mais un matérialisme aussi au sens plutôt l'appât, c'est-à-dire la volonté de gagner, qui est sous-jacente à notre système capitaliste, qui engendre des inégalités monstrueuses, inacceptables, à la fois dans notre société française, mais aussi au-delà, entre le Nord et le Sud. Je pense qu'il est important de se préserver déjà de justement cette volonté d'être au top. C'est très bien, l'excellence, c'est très important, mais qu'elle ne soit pas au dépens, encore une fois, d'un épanouissement intérieur, et qui ne se nourrit pas seulement par la méditation. Je pense qu'il se nourrit aussi par d'autres supports qui ont su être développés, et où les femmes ont joué un rôle très important et primordial, dont la poésie, dans la calligraphie. Jusqu'au XIXe siècle, on trouvait des femmes incroyables. J'en découvre encore des femmes calligraphes. La tapisserie, vous voyez, c'est encore la valeur. Pourquoi est-ce que ces métiers sont dévalorisés? Ils étaient valorisés aussi parce qu'ils avaient une visée d'ordre spirituel. Comme tous les arts, comme toutes les constructions, la lampe braille nous est parvenue, s'il est aussi splendide, c'est parce que tous ces compagnons, parce qu'il y avait le compagnonnage au sein des différents métiers, ils étaient mus par une aspiration d'ordre spirituel. C'est ce qui a fait, là encore, vous avez évoqué ma tendance à vouloir restaurer le rôle de la beauté. Dieu est beau et aime la beauté. Et donc en fait, la réalisation de l'homme, c'est une continuité de cette beauté voulue par Dieu à travers l'homme qui est son lieutenant sur terre. Et donc pouvoir aussi contempler cette beauté et la réaliser est très important. Et c'est là qu'on va se demander si le fait de défigurer la nature, est-ce qu'on n'est pas en train de plutôt aller dans le sens inverse, c'est-à-dire toucher à la beauté qui nous a été donnée. Si la nature est considérée comme un support de contemplation, je pense que là, ça peut déjà nous amener sans même avoir besoin d'un discours, à faire attention aux actes de tous les jours, être en cohérence avec cette nature. D'ailleurs, ça me rappelle encore Fatima Deni-Chapour qui aidait Dounioun à percevoir les ondes de Dieu dans la nature. C'était grâce à elle, aux visions qu'il faisait de cette femme, qu'il pouvait voir les ondes. Et les femmes ont un rôle comme étant vraiment qualifié par certains maîtres spirituels comme un support de contemplation divine, mais aussi, là je pense beaucoup à Scheherazade, dont les contes sont inspirés aussi de la spiritualité islamique, chose qu'on ne sait pas parce qu'on leur attribue un caractère profane. Scheherazade, c'est vraiment le symbole, c'était une femme savante dans l'histoire. Elle avait lu toutes les œuvres d'astronomie, de mathématiques, la Bible, les œuvres grecques, des philosophes grecs. Et c'est elle qui, par sa connaissance, a délivré en fait, le sultan de sa propre violence. Donc la connaissance est une voie aussi de salut. Et c'est à travers cette femme qui a été patiente, qui était dans le conte, dans le développement, l'imaginaire, cet imaginaire qui malheureusement est saboté et complètement anéanti par notre civilisation actuelle, c'est ce déploiement-là de ces qualités, de l'imaginaire, de l'art, de la sensibilité intérieure qui nous sont très importantes et qui sont à communiquer, à répondre autour de nous. Merci beaucoup, Madame Safi. Alors, si vous voulez bien, on va passer aux questions avec une réponse. Ça va s'occuper de passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Échange des fois sur Facebook. Philippe Combaz, on échange des fois sur Facebook. D'accord. Pas de chose. Est-ce que tu peux nous parler de l'influence dans les mathématiques? Par exemple, l'algèbre, c'est un arabe. Tu n'as pas parlé comment l'Europe a été influencée par les mathématiques dans les chiffres arabes, pour commencer.
Oui. C'est à partir de quel siècle, par quel truchement, par quel scientifique, par quelle personne, quoi? Des hommes, des femmes Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'est un domaine très vaste. Évidemment, moi, je voulais insister, donner des exemples qui étaient vraiment après Razali, parce qu'on considère que le niveau des scientifiques au XVe siècle était le même en Europe et dans le monde arabo-islamique. Il était meilleur d'abord en Arabie, d'accord. Oui, il était d'abord meilleur, mais ensuite, Et les mathématiques ont énormément suivi en fait le mouvement de l'astronomie, parce qu'on était dans la mathématisation de la physique, comme la trigonométrie qui s'est développée, comme l'algèbre. Et donc en fait, il y avait, je pense que la transmission a eu lieu avec Al-Khwarizmi, je crois qu'il a été traduit. Et ensuite, on a continué à avoir des échanges. Ce que je ne sais pas, c'est les exemples que j'ai donnés, comment est-ce qu'ils ont été transmis, par exemple l'analyse combinatoire, comment Pascal, est-ce qu'il a fait ça indépendamment? Parce que Ahmad, ça me paraît quand même bizarre, parce que c'est tellement analogue, qui ont des fois migré, qui sont partis en Italie. On nous parle de certains qui avaient des manuscrits, des tonnes de manuscrits avec eux, et qu'on leur achetait ces manuscrits. Le couple de Toucy, par exemple, il a été traduit déjà à Byzance en 1400. Il y a déjà des œuvres, des ouvrages qui étaient traduits parce qu'on est déjà dans un milieu, on va dire, le milieu orthodoxe. On s'intéressait déjà à ces ouvrages. Il y a le rôle des Juifs, qui est très important. Il y a le rôle donc, des voyageurs. Il y a, par exemple, Fibonacci. On parle de la série Fibonacci. En fait, Fibonacci était commerçant en Algérie. Et il a appris cette série là-bas. Il a eu des professeurs de mathématiques arabes. Et par le commerce, il y a eu des transmissions. Parce que le commerce, évidemment, aussi a des recours mathématiques. Il y avait des comptoirs à Venise pour les commerçants arabes, il y avait des comptoirs en Syrie pour les commerçants vénitiens. Puis, sans parler de la Sicile, avec les rois qui étaient finalement entourés complètement de conseillers arabo-musulmans, soit chrétiens arabes, soit musulmans. Ils avaient adopté tout leur mode de vie. Et le premier État moderne, et on le doit à Frédéric II parce qu'il est devenu aussi empereur germanique, le premier État moderne en Europe, c'est parce que ses conseillers étaient arabes, parce qu'il est baigné là-dedans, il était élevé par des musulmans. Moi, du coup, j'avais une question par rapport à ce que vous évoquiez sur Sherazade, sur les sultanes yéménites. J'ai pensé à Fatima Mernissi, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, j'ai lu des livres justement sur les sultanes oubliées. Oui, voilà. Alors justement, Fatima Mernissi, j'aime beaucoup sa façon, et aussi de déconstruire le discours des hadiths, des paroles prophétiques misogynes. Elle a fait ses propres recherches, et en particulier, elle démontre comment Abu Huraira a transmis en fait, des hadiths misogynes, et qu'Aïcha elle-même était déjà féministe, parce qu'elle protestait contre ces paroles misogynes. Et donc, elle montre comment est-ce que... Dans leur règne politique. Comment... Dans leur règne politique. Oui, voilà, exactement. Et elle démontre aussi comment la fameuse parole prophétique, qu'il ne faut pas qu'il y ait de reine femme. En fait, elle a été énoncée par un compagnon qui est parti à Bassora et qui, au moment où il y a eu la guerre, évidemment menée par Aïcha, voulait se protéger. Donc il a sorti cette parole prophétique à ce moment-là. C'est la seule qu'on connaît qui est dans ce sens-là. Donc c'est un travail de recherche impressionnant. Sur la partie, son interprétation historique de certains faits, je la trouve un peu, des fois, influencée par des nuances orientalistes, mais je le dis absolument avec toute l'admiration que je porte. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant les travaux de Georges Saliba. Rien que sur l'idée qu'en Arabie, il y avait des bédouins, vous voyez, ça c'est adopté par tout le monde, mais en fait, Georges Saliba dit que le niveau des sciences est exactement le même que celui qu'il y avait en Irak, en Syrie. Que c'était pas, il y en a certains qui contestent le fait même qu'on parle de bédouins, c'était des sociétés tout à fait, disons pas évoluées, mais dans un sens en tout cas qui pouvait être citadine. Et donc, c'est vrai qu'elle reprend des fois des clichés. Donc des fois, je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Mais du coup, par rapport, je termine ma question, du coup, par rapport à ça, le fait que vous évoquiez justement le manque de recherche académique sur ces sujets-là, sur l'effacement des femmes, etc., dans toutes ces sciences, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une motivation politique, donc, comme on peut le voir dans le livre de Edward Said, L'orientalisme, de la part de Ernest Renan, ou des gens qui étaient influencés par les mouvances politiques de leur pays, ou est-ce que vous pensez que c'est juste un désintéressement en fait lié à l'eurocentrisme Ah, le manque de recherche. Le manque de recherche.
C'est comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que quand on a des préjugés déjà, on se dit quelle période il y a rien eu, on ne croit, on prend ça pour content, on ne va pas chercher ces manuscrits. Parce que c'est quand même un effort, on ne veut pas prendre des risques, c'est comme un sujet de recherche, on ne va pas se lancer dans un sujet sans avoir pensé qu'il n'y a pas, on nous dit déjà d'avance, attention, vous n'allez rien trouver, vous voyez. Donc c'est ça, c'est une problématique. L'eurocentrisme, il est présent, il y a des améliorations, parce qu'on doit quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu des orientalistes aussi qui ont apporté énormément, qui ont fait beaucoup de bien, je dirais, à la connaissance de ces érudits, de cet héritage, qui ont fait des travaux qui sont remarquables et qu'on n'a pas su motiver dans les pays arabo-musulmans. Le problème de politiciens dans les arabo-musulmans, c'est qu'ils ne sont pas non plus très intéressés par ce genre d'approche. Et qu'il y a aussi des raisons politiques. Par exemple, on a envie de démontrer que l'Empire ottoman, ça a été la décadence totale. Parce que ça intéresse les nationalistes arabes de le dire, et ça intéresse aussi l'Europe colonisatrice de le dire. De toute façon, c'est pas à cause d'eux qu'il y a eu la dégradation. Donc vous voyez, il y a quand même un peu des réflexes, je dirais, qui font que des fois, on a tendance à ne pas être complètement objectif. Ça, c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres. Des questions dans la salle? Bonsoir. Ma question va porter sur le titre Un homme de l'histoire islamique, musulmane, un grand mystique et un grand poète, Jalaluddin Rumi. Est-ce que, alors Jalaluddin Rumi est connu pour sa vie mystique et tous ses contenus, ce qui est la poésie, mais aussi pour son explication d'un certain nombre de phénomènes scientifiques, comme le mouvement de la Terre et des planètes. Est-ce que, dans vos recherches, est-ce qu'il est considéré aussi comme un scientifique? Comment vous le classez, ce personnage, mis à part que tout le monde lui reconnaît son rôle mystique? Alors, ça, c'est une question tout à fait très intéressante, justement, que je n'ai pas pu vraiment aborder, mais je vous ai dit à un moment qu'on ne pouvait pas vraiment séparer dans le passé les théologiens et les philosophes, par exemple, ou même les scientifiques. Par exemple, le fait qu'il atterrit dans la lumière, l'étude de la lumière, on le voit bien parce qu'il y avait derrière aussi le symbole d'Allah qui motive. Ça ne veut pas dire qu'il y a confusion au moment de la pratique scientifique. Et cette question, je me suis posée cette question parce que j'ai étudié un livre fabuleux du Cheikh Al-Alawi qui est encore plus proche que lui, qui est épatant, que j'avais présenté une fois à l'UNESCO parce qu'il y avait le centenaire du Cheikh Al-Alawi à l'UNESCO. Qui est donc un maître spirituel du début du XXe siècle, qui s'appelle La clé des témoins, dans la manifestation de l'être. Ce livre n'a pas été encore traduit. J'espère que je vais y arriver un jour à le traduire et à le commenter. Et c'est impressionnant parce que, en fait, ce que dit Cheikh Al-Alawi, c'est qu'il a reçu par inspiration des vérités sur le monde. Mais il ne fait pas ça dans l'esprit du concordisme scientifique actuel, qui pour moi est encore à un degré inférieur. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire « je veux vous prouver à quel point je suis génial et que vous devez me croire. Regardez, la preuve, c'est que moi j'ai deviné qu'il y a eu le Big Bang, ou qu'il parle de la distance d'un univers homogène. » Je veux dire, c'est vraiment, on est à l'époque, à cette époque-là, on n'était absolument pas encore libéré même de l'univers d'Aristote. Parce que même Einstein, il a modifié son équation parce qu'il ne voulait pas que l'univers soit en expansion. Pour Cheikh Al-Alawi, il se fie à des paroles prophétiques, à des paroles de prédécesseurs, qui parlent même du système héliocentrique, attention, le soleil au centre, avant Copernic. Et le soleil, pour lui, c'est le symbole du cœur, autour duquel tourne tout l'être humain. D'accord ? Maintenant, effectivement, il évoque des paroles prophétiques qui disent que ce cosmos, ce qu'on voit, c'est comme un anneau dans le désert. Il évoque aussi Ibn Arabi qui parle de plusieurs créatures avec des débuts de leur monde et des fins qui sont différents des nôtres. Donc la vie extraterrestre ne pose absolument pas de problème. Et ça, on ne le retrouve pas seulement. C'est un peu comme chez d'ailleurs Al-Razi. Alors maintenant, quel est le statut de ce savoir? Alors lui, il parle de spéculation, d'observation à l'œil nu et d'inspiration. Les spéculations, c'est un peu ce que font aussi les philosophes.
le problème, c'est que le statut de ce genre de connaissance n'est pas reconnu en tant que tel dans la science moderne. Et donc, même quand on parle de... Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on parle de Giordano Bruno, lui n'était pas non plus scientifique, il n'a pas adopté la méthode scientifique quand il a parlé de plusieurs mondes. Mais on lui reconnaît quand même, grâce à ses idées, donc vous avez dit que vous reproduisez le modèle de la cosmologie, cosmogonie aussi d'Abbasi, grâce à lui, on reconnaît qu'il a donné l'élan, on va dire l'inspiration pour qu'on puisse dépasser l'univers clos. Donc les idées ou l'inspiration qui arrive à ces saints et qu'ils expriment dans leurs poèmes ou dans leurs écrits, on ne peut pas être resté indifférent dans ce milieu à ces idées-là. J'ai parlé de Ibn al-Haytham, qui était d'ailleurs aussi un théologien. Ibn al-Haytham, il a aussi donné, il a parlé de la nature corpusculaire de la lumière pour la première fois. C'est comme ça qu'avec une vitesse finie, qui était un sujet de débat bien plus tard, la nature corpusculaire a inspiré Newton. Elle est revenue après pour la physique quantique, c'est Einstein, disons plein plus Einstein, qui ont restauré la nature corpusculaire. C'est une idée qui est revenue, parce que quelque part, on a une culture, on est dépendant de tout, d'un imaginaire qui est collectif et qui est nourri par toutes ces idées-là, vous voyez. Donc, et ça a été vraiment un moment très important dans l'émergence de la physique quantique, dans la physique moderne. Donc, Rumi parle aussi de l'évolution. Il parle comment tu étais végétal, tu es devenu animal et ensuite humain, et qu'il faut s'élever. Cheikh Al-Alawi aussi parle de cette évolution. L'Amir Abd al-Qadir aussi. Il interprète Anbatakum Nabatan, vous avez fait végéter, comme effectivement il y a eu l'époque de la terre et ensuite les plantes. Et donc il n'y a absolument pas de frontière qu'on peut ériger entre ces différents domaines. On ne peut pas dire que la science se construit par elle-même dans un vase clos, indépendamment de tout ce qui l'entoure, à la fois comme croyance et comme religion ou spiritualité. Voilà. Alors on prend une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci Madame la présentation. Elle était très enrichissante et très poétique. Merci. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, a amorcé la chute, ou du moins l'effacement, de cet acteur arabo-musulman dans le domaine de la science? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que justement, je n'ai pas eu le temps de l'aborder. Alors, c'est la grande question, pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces germes? Pourquoi on arrive au XVe siècle à un stade analogue et qu'il n'y a pas eu une révolution scientifique, en Chine d'ailleurs aussi, pourquoi pas, ou dans le monde arabe aussi. Moi, il y a énormément de réponses possibles, mais moi, celle qui me satisfait le plus, c'est encore le livre favori de Georges Saliba, qui est, je vais vous montrer la couverture, mais là, bon, vous pouvez lire tous ces livres de Georges Saliba, je vous les conseille. Et alors, une hypothèse que je trouve assez solide, en fait, il y a deux raisons. Une économique, et l'autre, c'est plus la mentalité, ou les principes, ou l'éthique, le cadre éthique de l'islam. Sur le plan économique, au XVe siècle, les routes sont quand même... le monde arabe, on va dire musulman, perd les routes commerciales. C'est l'Europe qui s'approprie ces routes. Donc il y a quand même un choc sur le plan économique qui fait qu'il y a moins de moyens et que, comme vous voyez, l'essor scientifique nécessite des moyens. Et nécessite un milieu culturel, une émulation. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une décadence brutale. Je vous ai montré des exemples. Et en fait, il y a un scientifique, un de ces experts, qui parle d'échanges sur les questions de géologie entre les Européens et des Maghrébins jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. D'accord ? Donc ça, c'est une raison importante. Alors qu'en Europe, parce qu'il y a quand même, après le XVe, on parle de renaissance savavide en Iran. Allez voir le développement des miniatures qu'on appelle à tort persanes, parce qu'on devrait les appeler savavides, qui sont partis après dans l'empire mongol sur le plan de l'art, des tapis, de la peinture, etc. On n'est quand même pas, on ne peut pas parler de décadence. Hein. Les manuscrits, allez les voir, moi j'aime bien regarder ceux jusqu'au XIXe, c'est fabuleux. Ensuite, donc ça c'est une raison économique qui n'a pas quand même donné un coup fatal, je dirais, au développement encore de la poésie, de la philosophie. Il y a des philosophes encore très importants. Le dernier philosophe s'appelle Averroès, contrairement à ce qu'on dit. En particulier en Iran, justement, avec cette connaissance savavide.
Ensuite, la deuxième raison, c'est que en Europe, la science s'est bâtie avec un arrière-plan, je dirais encore une tendance à vouloir s'enrichir. Galilée, quand il a montré ses observations, il voulait être payé pour ça. Et donc c'était une connaissance qui était déjà mue par des raisons matérielles. Et cela ne convenait pas au monde islamique. Parce que le savoir était quelque chose, on avait besoin du soutien des sultans, mais on ne faisait pas la science pour être payé par le sultan. Pas pareil, c'est-à-dire qu'on avait besoin des moyens d'assurer ça. On pouvait avoir son salaire pour le travail qu'on faisait, mais on ne cherchait pas le gain à travers la science. Et l'évolution de la science, malheureusement, en Europe, elle a accompagné le capitalisme dans son évolution. L'expansion avec pas la contemplation comme les plus bas total qui partait à la découverte du monde, même s'il y a eu évidemment des conquêtes musulmanes, mais ce n'était pas dans l'esprit de conquérir et en détruisant ce qu'il y avait sur place. C'était ça la différence. Et pour s'approprier des richesses et même de l'imaginaire des peuples colonies, avec ce qui s'est passé malheureusement dans l'Amérique du Sud. Donc c'était une science qui était au service d'un projet économique directement. Et donc ça convenait. Ça ne convient pas au schéma. Par exemple, les valeurs éthiques de l'islam, la connaissance, c'est un devoir de la transmettre. On ne la cache pas parce qu'on veut en faire une marchandise, vous voyez. On ne fait pas des brevets. C'est quelque chose qui appartient à tous. Il y a même une tendance à l'anonymat, ce qu'on pense d'ailleurs pour certaines femmes, parce qu'on pouvait tout à fait écrire des manuscrits sans nécessairement les signer, comme on pouvait faire des œuvres d'art sans nécessairement les signer. Voilà, ça répond en partie en tout cas à la question. Merci beaucoup. Alors, je remercie à nouveau Madame Safi. Merci d'avoir partagé avec nous une partie de savoir. Merci à tous de votre présence et de votre implication. Merci à l'association des étudiants musulmans de Dauphine qui a aidé à construire ce projet de cette conférence. Et merci au personnel de l'Université Paris-Dauphine qui a aidé à le mettre en place. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous ressortirez de cette conférence enrichie. Et on espère vous voir l'année prochaine pour de nouveaux projets. Bonne soirée à tous et salam alaikum.